dernière conférencière. Erika Fulop est professeure de littérature du 20e siècle, Humanité numérique et création littéraire à l'Université de Toulouse II. Elle est membre du laboratoire Patrimoine, littérature, histoire et membre associé du laboratoire COSTEC, ainsi que de l'Electronic Literature Lab. Depuis sa thèse sur Proust et la philosophie, ses recherches portent sur les pratiques d'écriture créative, numérique et multimédia, sur l'élargissement du concept d'écriture et des modes d'autorialité, et sur la problématique de la préservation de la littérature numérique. Elle a coécrit avec Gilles Bonnet et Gaël Théval le premier ouvrage sur l'expérimentation littéraire française sur YouTube, « Qu'est-ce que la littérature ?» Donc, je lui cède la parole. Merci beaucoup et merci à vous pour l'invitation pour être là. Alors, je suis dans une situation exactement opposée à celle de Servan parce que plutôt que d'avoir une intervention bien travaillée, c'est un travail en cours, en progrès. Donc, les conclusions ne sont pas entièrement raffinées. Et je tenais juste à vous présenter cette réflexion et peut-être que vous aurez des questions, des suggestions. Que j'accueillerai avec plaisir. Je remercie aussi d'ailleurs ce projet en cours à la Maison des Sciences de l'Homme de Paris-Nord qui soutient notre projet dont Alexandra fait partie et d'autres dans l'audience sur le travail notamment de Jean-Pierre Balp qui est un gros projet de cartographie de son travail et de préservation aussi de son travail. Et je pense qu'Alexandra va poursuivre ses réflexions dans d'autres directions. Donc pour ma part, je parlerai des générations, un peu de l'évolution des générations de textes au travers des différentes générations, et notamment en essayant de contraster un peu la perspective que Jean-Pierre Balp porte sur la génération automatique des textes, avec celle de Thierry Crouzet, qui est également un auteur qui travaille avec ChatGPT notamment, la série de OpenAI. Vous connaissez sans doute la notion de l'intelligence artificielle symbolique et son opposition qu'on cite souvent avec l'intelligence artificielle connexionniste. Pour préciser un peu ces deux notions, je cite Dominique Cardon et son équipe qui ont travaillé sur la transition historique ou sur l'histoire de ces deux types d'intelligence artificielle. Ils disent qu'avec le passage d'une machine hypothético-déductive à une machine inductive, ce qui était conçu comme la partie humaine de la fabrication des calculateurs, le programme, les règles ou le modèle n'est plus ce qui est introduit dans le système, mais ce qui en résulte. Pour mieux traduire cette pensée, ce dont il s'agit, dans l'IA symbolique, qu'on appelle aussi souvent un système expert, c'est qu'on transmet des catégories, des concepts à la machine, et l'algorithme doit classer des connaissances, enfin des données en fonction de ces connaissances préintroduites. Donc. Tandis qu'avec l'intelligence artificielle connexionniste et les réseaux de neurones, on parle d'un apprentissage profond où on donne une large quantité de données à l'algorithme qui doit en induire des patterns, des schémas récurrents. Et ce schéma, je trouve, que vous voyez justement au-dessus de ma tête, semble assez bien résumer la différence de logique entre les deux. Donc on a des entrées et un programme, un algorithme qui définit les règles pour l'intelligence artificielle symbolique, et on a des sorties qui est une sorte de catégorisation, une mise en ordre du monde en fonction des catégories prédéfinies. Tandis que dans l'intelligence artificielle connexionniste, notamment les modèles de langage de grande taille, on a donc les entrées et des exemples de sortie, et le programme en induit un modèle. Pour en dire un tout petit peu sur cette histoire, très rapidement, comme l'établit Margaret Boden dans son livre sur l'intelligence artificielle, et donc une citation en anglais, Before the 1960s, there was no clear distinction between people modeling language or logical thinking and people modeling purposive, adaptive motor behavior. Some individuals worked on both, but from the 60s, an intellectual schism developed
broadly speaking, those interested in life stayed in cybernetics, that is to say with the connectionist AI, and those interested in mind turned to symbolic computing. Just pour souligner le fait qu'au départ, ce n'était pas une fait prédéterminé, que ces deux directions devaient exister séparément. Et une autre citation de Dominique Adam et de son équipe, la naissance du paradigme connexionniste avec la première cybernétique, donc le paradigme connexionniste est né avec la première cybernétique, puis à partir des années 60, c'est le paradigme symbolique qui va dominer et définir les principes caractéristiques de l'intelligence artificielle. Ce n'est qu'enfin au milieu des années 90, après le deuxième hiver de l'intelligence artificielle, que le paradigme connexionniste redevient nettement dominant dans les publications scientifiques sous la bannière du deep learning. Et ce schéma résume très bien cette espèce de fluctuation et changement d'accent entre les deux types d'intelligence artificielle. Donc le bleu, c'est l'intelligence artificielle symbolique, et le nombre de citations dans les ouvrages scientifiques entre 1965 à peu près et 1990, où on voit le changement vers l'intelligence artificielle connexionniste. Donc il y a une sorte de retournement de la logique à la fin des années 90. J'ai mis ce schéma pour montrer justement que cette histoire n'est peut-être pas innocente aussi dans cette opposition, contraste que je propose entre Jean-Pierre Balp, qui a donc commencé son travail dans les années 70 et qui est resté dans cette logique même après la naissance de l'intelligence artificielle, enfin, le boom de l'intelligence artificielle connexionniste, tandis que Thierry Crouzet, il vient lorsque cette boom a déjà eu lieu et est en cours. Cependant, ce que je vais proposer aussi, c'est une sorte de remise en question de cette opposition entre les deux, par le biais de la littérature. Je ne vais pas retracer l'histoire de la génération automatique de textes en littérature et toutes les œuvres générées. Vous le connaissez mieux que moi, mais je cite juste un résumé de Christoph von Kauser qui dit que toutes les œuvres de génération de textes ou les archétypes de la poésie informatique peuvent être considérées comme effectuant un certain type de permutation, en ce sens qu'elle transforme ou réorganise un ensemble de textes de base ou de langage, liste de mots, syllabes ou textes préexistants, en une autre forme. Donc, quand Foucault a proposé cette définition en 2006, les modèles de langage, les LLM, n'étaient pas encore dans le langage courant comme aujourd'hui, et les expérimentations n'ont pas encore commencé. Et on pourrait peut-être remettre en question cette définition, cette limitation de génération de texte à cette logique qui quand même met l'accent sur le fait qu'il y a des modèles prédéfinis par l'auteur pour la génération de texte. Mais il y a plusieurs twists et tournants dans cette histoire, je crois. Donc, à la fin, je ne sais pas s'il y a plus de raisons de supprimer cette distinction ou de maintenir cette distinction. C'est justement le sens de ma réflexion ici aussi. Donc, pour Jean-Pierre Balp, que vous connaissez aussi tous très bien, donc je ne vais pas retracer toute cette histoire, mais j'aimerais quand même souligner qu'il s'agit maintenant une demi-siècle d'expérimentation avec la génération automatique de texte. Et je vous rappelle, comme a mentionné Bertrand aussi, que il a commencé à la fin des années 70, mais vraiment dans les années 80, quand les ordinateurs personnels sont devenus accessibles à peu près à tout le monde. Il a participé notamment à l'organisation et à la conception des immatériaux en 1985, et c'était sans doute la première preuve ou mise à disposition à des audiences plus larges de générateurs de texte. Et c'est à peu près en même temps, ou juste après cette exposition, qu'il a publié ce premier livre qui parle de ce sujet, qui s'intitule « L'initiation à la génération des textes en langue naturelle », où il donne des exemples en basique.
Je ne vais pas revenir dans le détail sur les différences exactes, l'évolution de cette histoire, mais je signale rapidement que il me semble que la logique que l'on retrouve dans les générateurs d'aujourd'hui, les bases de cette logique sont déjà présentes dans les années 80 dans cette pensée encore en basique. Ça s'est raffiné beaucoup au cours du temps, mais au final, il n'y a rien de nouveau sous le soleil, pour ainsi dire. Mais par contre, la complexification et le changement d'échelle dans cette logique a pu produire un changement important au niveau de la qualité des textes. Et au niveau de l'ampleur de l'ambition que ça a pu réaliser. Donc c'est une première génération. Ensuite, je passe vite, il a passé à logique HyperCAD dans à la fin des années 80 et début des années 90. Ce n'est pas son logiciel que vous voyez sur l'écran, c'est juste pour vous donner une idée de l'aspect visuel de la chose et ces listes de thèmes qu'on a pu commencer à manipuler avec HyperCAD. Et cette logique a mené aussi une association entre la logique la question de la génération automatique de texte et la question de l'hypertexte, qui était plus la fonction pour laquelle HyperCAD a été prévu. Sauf que voilà, comme BALP a apporté une logique, un questionnement de génération de texte, ça fait rencontrer quelque part ces deux chemins. Et on voit très vite aussi que ces deux chemins, ces deux interrogations, donc celle de l'hypertexte et celle de la génération automatique de texte, vont rester entrecroisées dans le travail de BALP. Et c'est sans doute la particularité aussi de son monde fictionnel qu'il développe. Et je vais laisser les autres collègues parler du travail hypertextuel de BALP et tout ce qu'il a développé sur le web ensuite. Moi, je vais rester sur la question de la génération et vous montrer rapidement la logique de son générateur actuel tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Sur la base de cette définition qu'il a donnée en 2005, j'appelle littérature générative une littérature dont les textes sont produits par un ordinateur au moyen d'un ensemble de règles formelles, de l'utilisation de tout type d'algorithmes, de dictionnaires spécifiques et éventuellement de représentation de la connaissance. Donc, on a l'impression que cette façon de définir la génération de texte exclut la génération de texte avec ChatGPT, par exemple, parce qu'il n'y a pas de représentation de connaissances proprement dite dans les LLM. Cela signifie une littérature dont l'acteur n'écrit pas les textes finaux, mais qui ne travaille qu'au niveau des composants de haut niveau, tels que les modèles conceptuels, les règles de connaissance, les entrées des dictionnaires et les définitions rhétoriques. Voilà donc une visée vraiment de l'intelligence artificielle symbolique ou système expert que Jean-Pierre Balp a sur la génération de texte. Et je vous montre vite quelques exemples de tous les sites qu'il a produits avec cette logique de génération de texte avant de passer à cette logique de l'écriture qui, pour lui, implique donc forcément une codification du langage même. Donc encore une fois, une différence par rapport à ChatGPT et compagnie, la série GPT, où on prend un modèle de langage plutôt que définir un modèle de langage, plutôt que de codifier un modèle de langage. Donc un coup d'œil rapide derrière les coulisses. Je n'ai pas suivi, je suis où dans le temps 11 ? Ok, super. Donc je ne sais pas si vous avez jamais vu cette interface. Vous allez trouver une petite vidéo par Samuel Soniecki qui présente très rapidement cette interface sur YouTube et je peux partager le lien si vous voulez. Et c'est donc l'interface que Samuel Soniecki a fait pour ce que j'appelle la troisième génération de générateurs de BALP, qu'il a créé aux alentours de 2010-2013 et qui fonctionne malheureusement en Flash.
Donc, pas de bol, parce que maintenant, il est en train de tout réécrire en JavaScript et PHP, parce qu'une grande partie de ce générateur a été créé en Flash. Mais il reste fonctionnel pour le moment, en local, sur l'ordinateur. Et il montre quand même assez bien la logique de la structure de ce générateur de l'intérieur. Et je ne sais pas si vous arrivez à lire ce qu'il y a sur l'écran. Mais globalement, on a une petite série de termes clés tels que dictionnaire, des œuvres, une association entre les deux, parce qu'une œuvre, c'est pratiquement défini par un dictionnaire, des concepts, des descripteurs de concepts et des générateurs. Alors, ce qui est compliqué un peu, d'après ce que je vois et ce que je comprends, c'est que ces termes ne sont pas tout à fait univoques ou définis d'une façon très précise dans ce système, puisqu'on les retrouve à différents endroits de cette logique de la génération. Je vous montre une autre interface que vous pouvez aussi consulter sur ce lien jardindesconnaissances.fr/Balpia, créé par Samuel Soniecki également, et qui permet d'accéder un peu à ces dictionnaires et à la logique des dictionnaires Balpia, qui révèle quand même des choses intéressantes sur la réalisation de cette logique de génération. Ce que l'on peut établir, c'est que donc il y a une association très claire entre ce que l'on appelle une œuvre et ce qu'il appelle un dictionnaire. C'est-à-dire qu'une œuvre est définie par un dictionnaire, il crée un dictionnaire pour une œuvre, même si ce même dictionnaire peut être ensuite utilisé pour plusieurs œuvres. Vous voyez à gauche qu'il y a une série de general dictionaries, des dictionnaires généraux qui définissent la langue française et tout ce qui est nécessaire pour composer correctement en français. Donc vous voyez, Gian, français général, français conjugaison, français déterminant, français syntagme, pronom et négation. Ce qui peut être frappant, et ce qu'on doit noter dans cette logique, c'est qu'il n'y a pas de syntaxe en tant que tel. Il y a des bouts de syntaxe, il y a des éléments qu'il prend d'une grammaire, de manuel de grammaire intégral de la langue française, mais il n'y a pas de règles syntaxiques définies autrement que par la conjugaison, la déclinaison et ce qu'il appelle des syntagmes et des pronoms. Donc au final, ce qui est inscrit dans ce dictionnaire, c'est ce que Jean-Pierre Balp appelle une grammaire pauvre. C'est-à-dire qu'il y a un minimum un langage défini, il y a un modèle de langage, on pourrait appeler cela un modèle de langage, qui permet à son algorithme de fonctionner et de produire un français correct, et qui doit manipuler à sa façon, et qui est également défini à sa façon, pour ainsi dire. Par exemple, vous voyez sur cette image à peu près qu'il y a 42 modèles de conjugaison pour les verbes français. Vous ne trouvez pas ce chiffre dans les manuels de français pour définir la conjugaison en français. Et c'est au fur et à mesure d'expérimenter, de raffiner et de corriger des erreurs qu'il est arrivé à définir toutes les règles de conjugaison, enfin tous les verbes dont il peut avoir besoin, à partir de 82 modèles de conjugaison. Donc c'est vraiment en fonction des algorithmes et le fonctionnement du générateur qu'il a défini ce modèle de la langue française. Ou bien sur l'autre image en haut, vous voyez ce qu'il appelle des syntagmes qui contiennent vraiment un peu de tout et de n'importe quoi d'après ce que j'ai pu établir. Il faudrait regarder tout cela de plus près avec un œil plus précisément linguistique pour voir qu'il s'agit vraiment d'une grammaire, d'un modèle assez singulier de la langue française et qui a vraiment, qu'on peut vraiment considérer comme une œuvre en soi de Jean-Pierre Balp. Donc voilà une manifestation de ce méta-auteur aussi qui écrit non pas une œuvre en tant que telle, mais vraiment une grammaire de la langue française. Voilà, c'était pour vous donner une idée. Un tout dernier point, c'est un extrait d'un dictionnaire où la deuxième colonne de chiffres montre des concepts. Donc 6802 représente un concept qui relie donc les termes qui le suivent
et qui associe donc assassinat, massacre, meurtre, mort, suicide comme un concept. Et c'est l'intégralité de la liste de ce concept. Alors, quel est le concept? Il ne s'agit pas intégralement de synonymes, c'est un champ lexical, on peut dire, mais l'intégralité d'un champ lexical n'est pas décrit non plus. Donc voilà, il y a un choix un peu arbitraire de termes qui sont regroupés sous un concept, où on peut aussi retrouver la main de ce méta-auteur, auteur d'une grammaire du français et d'un vocabulaire, un dictionnaire du français. Donc, tout cela pour dire que, au final, ce que l'on retrouve à l'intérieur de ce générateur, c'est la langue française à la Jean-Pierre Balp, un modèle de la langue française. Juste un exemple de production de texte dont vous avez sans doute vu des exemples aussi sur son site, pour vous donner une idée de niveau de correction. Albertine grimpa le talus et cueillait les lunaires. Des rayons blancs traversaient comme des flèches les hautes fougères. Les montes étaient en retard. A perdu l'habitude de contempler ce monde, perdu la mesure de sa grandeur. Quel lien entre toutes ces paroles? Ces mots peuvent servir à confirmer les choses, à marquer la possession. Un trèfle en fleurs étalait sa gerbe rose. Les pointes de sauge dégoutelaient de rosée, etc. Donc, ce que l'on peut remarquer, c'est qu'il y a un texte qui est grammaticalement à peu près correct, mais pas entièrement lisse. Il y a quelque chose qui en émerge, mais ce n'est pas aussi lisse, clairement, qu'une production de ChatGPT. Alors, une chose que j'ai oublié de dire par rapport à ce générateur, c'est qu'il y a plusieurs niveaux de génération. Donc, si vous regardez la colonne à gauche, on choisit un terme qui donne accès à toute une série de moules, au final, ce que vous voyez au milieu ici. Et chacune de ces lignes peut générer un grand nombre de textes. Donc, au final, on a affaire à une sorte de structure fractale où chaque terme, chaque générateur peut inclure plusieurs générateurs qui peuvent inclure plusieurs variables en soi. Et cela peut être très, très imbriqué. C'est vraiment une poupée russe dont on n'arrive pas facilement au bout. Et même en travaillant avec les dictionnaires, on n'arrive pas au bout de la liste des possibilités. Un autre exemple de texte généré. Mais je passe rapidement à Thierry Crouzet pour moi le contraste. Il me reste 5 minutes, je pense. Voilà, donc ça va être en accéléré. Donc Thierry Crouzet explique son propre parcours d'auteur que je cite avec ses propres mots. J'ai commencé par écrire des scénarios de jeux de rôle, donc dans les années 80-90, si pour sa part, Donjons et Dragons, Call of Cthulhu. Il s'agissait donc de plonger mes joueurs dans des histoires interactives. Quand le jeu a tourné en rond, j'ai écrit des nouvelles. Je voulais raconter, divertir, mais en même temps, j'ai découvert le nouveau roman, Perec Proust, et j'ai totalement dévié. Je me suis intéressée à la forme, souvent plus qu'au fond. Donc là, il s'embarque sur une sorte d'expérimentation littéraire avant de revenir sur le défi d'écrire un roman dans le sens d'une fiction plus classique. Je ne voulais donc plus expérimenter, mais respecter le pacte romanesque, mais je n'y ai jamais réussi. Je saute un tout petit peu, explosion des blogs, etc. J'ai découvert qu'il était possible d'expérimenter non plus nécessairement dans la forme, mais dans les méthodes de production de texte. Et voilà, on arrive aux différents outils numériques. Je voulais que mes textes soient lisibles, le plus simple possible, linéaires, qui donnent l'impression de coller au pacte romanesque, bien que produits selon des protocoles nouveaux. Donc il y a une sorte de renversement de logique, au lieu d'expérimenter avec la production de textes qui sortent de discours lisses, essayer de produire des discours lisses, j'appelle lisse tout ce qui est lisible et tout ce qui ne nous arrête pas en tant que lecteur, des textes plus ou moins transparents. Produire de tels textes lisses avec des outils qu'on ne soupçonne pas être présents, avec une autre logique. Donc. Au bout des expérimentations numériques, on arrive jusqu'à ChatGPT, et la réponse, la biographie que vous venez de voir, biographie d'auteur, on va dire, c'était une réponse à ma question dans le cadre d'une conversation sur ces expérimentations avec ChatGPT.
Ce que Thierry Crouzet a fait, c'est qu'il s'est assez vite emparé de ChatGPT, mais il en a créé une version personnalisée qu'il a appelée Thierry GPT, avec lequel il a entamé une conversation qu'il a appelée conversation avec mon double numérique. Donc il s'est posé une question, il a écrit sur le sujet qui l'intéressait et puis il a posé la même question à Thierry GPT. Thierry GPT était nourri, alimenté du contenu de son blog qu'il mène depuis plusieurs années. Donc, a priori, le contenu de son blog pouvait informer ChatGPT sur sa pensée. Il s'est vite rendu compte que ChatGPT ne prenait pas en compte la totalité des fichiers de son blog, mais seulement le début des blogs. Donc, il y avait une sorte de tricherie. Donc, il a essayé de raffiner le fonctionnement de Thierry GPT pour mieux correspondre à sa pensée. On a entamé une discussion avec Thierry. Il répondait à mes questions et il a fait Thierry GPT répondre à mes questions également. On a fait une série d'observations, je ne vais pas m'étaler là-dessus, sur le récit notamment et sur le fonctionnement de Thierry GPT. Je saute pour en venir au raffinement de son processus d'écriture avec Thierry GPT, puisque ce processus ne le satisfaisait pas. Et il a raffiné ce processus qu'on appelle Retrieval Augmented Generation, qui permet de donner le contenu d'un ensemble de textes et de raffiner la réponse à la requête en s'appuyant sur l'intégralité de ce contenu. Il ne s'agit pas d'un fine-tuning, mais il s'agit d'un appui, d'une recherche supplémentaire que ChatGPT va effectuer dans un ensemble de textes. Il a créé ce qu'il appelle Daylog avec cet outil. Et ce qui est frappant dans Daylog, ce qu'il fait, c'est de faire résumer avec cet outil des articles qu'il a lus dans la journée, et ensuite ajouter une analyse qui est donc écrite par Thierry GPT. Et ce qui est surprenant, donc, dans ce texte que vous voyez ici, par exemple, c'est une analyse des lectures par Thierry GPT. L'univers ne cesse de me surprendre. Je suis là, témoin de ces révélations qui bouleversent notre vision du monde. Et puis, il y a cette histoire de l'Antarctique, un grand plan de glace comme la France qui se met à bouger. Je pense à la fragilité de la Terre, à ces mouvements imperceptibles qui, à notre échelle, semblent anodins, mais qui, à l'échelle géologique, sont dévastateurs. Etc. Il y a donc un discours assez personnel qui correspond effectivement en plus à la pensée de Thierry Crouzet. Et ce procédé a fini par le surprendre par le raffinement de cette pensée, de ce simulacre de pensée qui s'appuie donc sur le contenu de son blog. Donc pourquoi je souligne tout cela? C'est parce qu'il s'agit donc d'un processus de codage, un raffinement d'une sorte de méta-écriture par le biais de code qui a permis à Thierry Crouzet de vraiment créer un simulacre de lui-même ou de sa pensée et de faire écrire ChatGPT en son nom d'une façon qui ressemble à sa pensée. Et je ne vais pas élaborer sur ce qui est derrière. Vous connaissez très bien la logique de ChatGPT, mais je trouve ce tokenizer assez instructif, juste pour montrer le fait que dans le fonctionnement de ces modèles de langage, il n'y a pas vraiment de pensée linguistique au sens sémantique où l'on pense dans la façon dont on apprend les langues, mais il y a une sorte de décomposition, des découpages de langues qui n'a pas de sens sémantique au départ. Donc il s'agit vraiment d'une logique que j'appellerais simulacrale dans cette production de modèles de langage, qui est tout autre que la logique de l'intelligence artificielle symbolique à la Jean-Pierre Balp. Et je conclus, 2 minutes, je peux prendre? Ouais. Oui, une? D'accord. Parce que voilà, j'ai rien dit de tout cela, mais Thierry a fini par écrire un roman également avec ChatGPT, où il expérimente la possibilité de produire une fiction plus cohérente et plus longue, de longue haleine avec ChatGPT. Ce
Ce qu'il en tire comme conclusion, c'est que même si on peut produire des textes très raffinés au final avec ChatGPT, ce qui reste pour lui important, c'est la façon dont lui, il pense le code qui peut produire ce genre de texte. Il dit donc mon intentionnalité n'est pas dans le texte généré chaque jour, mais le code Python de génération. Mon intention est de voir qu'un combo homme-IA peut produire, et cette intentionnalité est donc dans le code qui est très précisément défini. Et au final, cela revient à la même logique que propose Jean-Pierre Bab, qui parlait donc d'une méta-écriture, où il n'y a plus d'écriture d'un texte, mais une écriture de la technologie du texte. Donc pour lui, ensuite, cette technologie se situe encore ailleurs. Il a dû remonter jusqu'à la production de modèles de langage, tandis qu'aujourd'hui, on a la chance de pouvoir s'emparer de modèles de langage, qui quand même emportent sa propre rhétorique et son propre discours et sa propre politique, bien évidemment. Mais ce qui compte aux deux auteurs, c'est vraiment la façon dont on peut écrire à un niveau supérieur ou au niveau autre, à un méta-niveau de l'écriture, de la textualité, de la production de fiction. Et je ne vais pas pouvoir lire le dernier mot de conclusion, mais il y a cette opposition que j'aimerais juste proposer pour la discussion entre un deep meaning et un dumb meaning. Deep meaning serait, selon la définition de Andrew Perforce, quand l'intentionnalité de l'écrivain rencontre la perception du lecteur et que les deux entrent en résonance. On peut remettre cette idée, cet idéal plutôt, par toute l'histoire de l'interprétation et de l'herméneutique d'un point de vue de théorie littéraire. Mais il y aura peut-être une possibilité de deep learning, de deep meaning, où un message se forme entre un émetteur et un récepteur, tandis que dumb meaning serait là où il n'y a pas d'intentionnalité, il n'y a pas de sens projeté par l'auteur dans le sens premier, mais il y a un langage qui permet au lecteur de produire du sens ou en tirer du sens. C'est un concept proposé par Hannes Bayer. Et donc je vous pose la question, j'ai quelques idées de conclusion, mais je ne vais pas vous retenir avec. Est-ce qu'on peut réfléchir à ces deux façons de générer du texte en fonction peut-être de ces deux approches de la signification? Est-ce qu'on peut parler de deep meaning at all dans le sens traditionnel où on parle de signification en sémiotique par exemple, ou est-ce que par exemple l'intelligence artificielle, les deux types de modèles de langage peuvent remettre en question même ce qu'on entend par signification et révéler justement le fait qu'il n'y a pas de distinction entre deep meaning et dumb meaning. Il y a le langage qui se situe quelque part entre les deux et qui se forme quelque part que dans notre processus de communication. Voilà, j'arrête mon processus de communication. Je suis désolée pour ce dépassement extraordinaire. Merci.